Donc vous avez téléchargé le document de départ qui est à cette adresse bit.ly/2fjooe4 avec les majuscules et les minuscules là où il faut, et vous avez réussi à donc télécharger le zip. Donc c'est en fait une réduction de l'adresse un peu plus complexe qui est là au-dessus. Donc c'est un peu plus facile avec cette adresse-là. Et vous avez obtenu un dossier qui est en fait un dossier d'assemblage, c'est-à-dire que dans InDesign, j'ai demandé à InDesign de générer un dossier d'assemblage qui contient le document sur lequel j'ai travaillé, plus une version qui est ouvrable dans d'anciennes versions de InDesign. C'est pas celle-là qu'il faut ouvrir en général. Il faut d'abord commencer par le INDD. Et puis si ça ne va pas, on ouvre le IDML. Si vous avez une ancienne version de InDesign. Ce dossier d'assemblage qui est fait par InDesign, par le menu fichier assemblage, il a également généré un PDF. Comme ça, les gens qui n'ont pas InDesign savent voir de quoi il s'agit. Il y a un dossier d'instructions, mais que je n'ai pas rempli, donc c'est vide. Il n'y a pas d'instructions en fait. Il y a un dossier des liens qui contient les images utilisées dans le document. Ce document n'utilise pas de fichier Word ou de tableau Excel, mais ça pourrait. On peut aussi importer des documents Word et des fichiers Excel dans du InDesign. Mais pour l'instant, ce ne sont que des fichiers Photoshop. Le format Photoshop est un bon format quand on veut faire des petites publications dans InDesign. Ça nous permet de modifier les images dans Photoshop en parallèle pendant qu'on les travaille dans InDesign. Vous avez des fontes, alors il est possible que sur certains ordinateurs, quand vous essayez d'ouvrir le document InDesign, ils vous disent qu'il y a des fontes qui sont manquantes. La logique voudrait que les fontes qui sont là, vous les installiez sur l'ordinateur pour que quand vous ouvrez le document, le message sur les fontes manquantes ne soit plus là. Dans le cadre ici scolaire, si ça vous a mis un message vous disant qu'il y a une fonte qui est manquante, c'est pas grave, n'essayez pas d'installer les polices. Ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, je vais lancer le document. Donc le document, bien sûr, il est minuscule, il fait que 12 mégas. Et le dossier qui contient les images fait 589 mégas. Donc vous avez compris déjà que InDesign fonctionne comme ça. C'est un système de liens. Les images ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Elles apparaissent dans le document InDesign, mais les images haute définition sont en dehors du document, dans un dossier de lien. Donc, pour que le document puisse être exportable dans sa version finale, que ce soit pour faire un PDF pour l'imprimeur ou un magazine interactif sur tablette ou quoi que ce soit, il faut absolument que le dossier des liens reste accessible. Il faut que les liens fonctionnent. Alors voilà, est-ce que votre souris fonctionne, la roulette fonctionne quand vous enfoncez Alt et vous jouez avec la roulette? Est-ce que ça zoome en avant, en arrière? Sinon, il va falloir utiliser des raccourcis. Alors, je vous les donne, les raccourcis, si jamais la roulette de la souris ne fonctionne pas. Quand vous enfoncez la touche Alt et vous faites jouer la roulette, si ça ne zoome pas en avant, en arrière, le raccourci, ça va être barre d'espacement, touche commande sur le Mac. Ce sera contrôle sur le PC. Mais ici, on est sur un Mac, c'est barre d'espacement, touche commande. Ça fait apparaître une loupe positive. Vous cliquez. Barre d'espacement, commande Alt, c'est une loupe négative. Vous cliquez, ça zoome en arrière. Alors, bien sûr, vous avez la loupe à cet endroit-là. Mais la loupe et la main, c'est comme dans Illustrator et Photoshop, on ne va pas les activer. On utilise plutôt le raccourci clavier, en fait. Donc, on va plutôt rester avec notre outil qu'on est en train d'utiliser. Et quand on veut zoomer en avant, en arrière, on utilise les raccourcis, soit le Alt roulette, soit barre d'espacement, touche commande, on clique. Barre d'espacement, commande Alt, on clique. Voilà. Alors, ce document est présenté actuellement chez moi, en tout cas en affichage aperçu, c'est-à-dire que j'ai une prévisualisation assez bonne de ce que ça va donner sur la sortie. Les constructions qui m'aident à placer les éléments sur les pages ne sont pas visibles, mais je vais ici passer d'abord la palette des outils. Vous devez la passer en 2 colonnes, ce sera mieux pour la suite. Avec la double flèche, là, vous la faites passer en 2 colonnes. Si vous avez enfoncé la petite croix, là, vous n'avez plus de palette des outils, il va falloir la récupérer par le menu Fenêtre, Outils. Ce sera classé par ordre alphabétique. Lettre O. Donc, voilà. Palette des outils qui est là.
Et dans le bas de la palette des outils, vous avez la possibilité de passer donc en affichage normal où on voit les constructions. Donc c'est un document qui est basé sur une grille. Une grille où vous avez combien ça dépend en fait des pages. Vous avez en tout cas une vingtaine de blocs. Et pour construire les pages, on supprime certains blocs et on en agrandit d'autres et on met des images dans les blocs. On met du texte dans les blocs. Les blocs qui sont proposés au départ sont prévus pour redimensionner les images tout seuls. Donc voilà. Vous en avez par exemple sur certaines pages. Là, si votre roulette ne fonctionne pas, utilisez l'ascenseur sur le côté. Vous avez encore certaines pages qui sont vierges là, qui contiennent des blocs roses. Donc l'idée, c'est de supprimer des blocs, agrandir ceux qui restent, mettre du texte, mettre des images. Voilà, donc c'est une construction par grille. Et ça permet d'avoir une structure dans le document. Là, je repasse rapidement en affichage aperçu. Sinon, le raccourci, c'est la lettre W sur le clavier. Et vous avez un document qui présente quand même une certaine structure commune. Là, il y a des pages qui ne sont pas finies. C'était juste des tests. Je veux dire, quand on passe d'une page à l'autre, ce n'est pas à chaque fois la même chose, il y a de la variété, mais malgré tout, c'est la même structure derrière, ça se sent. C'est ça le secret d'un document mis en page qui tient la route, c'est qu'il y a une structure qu'on sent derrière, une structure commune à chaque page, et en même temps, chaque page est différente de la précédente. Voilà. Bon, alors on va aller mettre sur le milieu de chaque page, vers le bas, discrètement un petit numéro pour numéroter. Donc on va aller faire ça. Alors, on va aller dans la palette de pages, menu fenêtre, page. Votre palette de pages, vous allez pouvoir, si vous voulez la mettre comme la mienne, en prenant d'abord, il faut que je dise que quand vous allez la chercher, la palette de pages, dans le menu fenêtre, page, ben, elle apparaît sans doute comme ça. Attacher. Vous allez la détacher, la rendre flottante, ce sera plus facile. En la prenant par son nom, là, voilà. Ensuite, vous allez agrandir la palette par sa case en bas à droite. Vous l'agrandissez vers la droite, comme ça. Et vous avez un truc un peu sympa à ce moment-là, les pages qui se mettent l'une à côté de l'autre. Sauf que, pour que ça le fasse vraiment, il faut non seulement agrandir la palette comme ça, mais il faut aussi aller dans le menu de la palette de page. Alors allez-y, vous avez la palette de page et en bas, en haut à droite de la palette de page, vous avez un menu, comme dans chaque palette. Et vous allez jusque la ligne afficher les pages horizontalement. Donc en fait, ce sont des doubles pages, c'est un document recto verso. Il y a des pages de gauche, des pages de droite. Les pages de gauche sont toujours numérotées avec des numéros pairs, pages de droite avec numéros impairs, c'est toujours comme ça dans la littérature. Je veux dire, dans tout ce qui est édition, les pages impaires sont toujours des pages de droite. En plus d'avoir fait ça dans le menu de la palette des pages, afficher les pages horizontalement, vous allez faire également pour les gabarits, qui sont des modèles de pages qui se trouvent là au-dessus. Les gabarits. Donc, vous allez dans le menu, et cette fois-ci, vous allez jusqu'à la dernière ligne, options de panneau. Dans les options de panneau, vous allez décocher, pour ce qui concerne les masters, les gabarits, vous allez décocher, montrer, afficher verticalement. Ceci doit être décoché, et du coup, ils vont s'afficher de manière horizontale comme ça. Ça peut être sympa. Si vous avez même un deuxième écran connecté à l'ordinateur chez vous, éventuellement, vous pouvez mettre la palette sur un deuxième écran. C'est sympa. Bon. Donc, chaque page du document, là, a été construite sur base d'un gabarit, soit le gabarit B, soit le gabarit C. Le A, c'est celui qui est au tout départ, qui n'est pas important. Mais en tout cas, ce sont les gabarits B et C. C'est pour ça que vous voyez les lettres C et B sur les pages, suivant qu'elles ont été démarrées sur un gabarit à 4 colonnes ou à 3 colonnes par page. Vous avez une indication. Ah oui, il y a aussi d'autres gabarits qui sont les D et les E. Ça, c'est des gabarits spéciaux qui ont été créés au départ de pages du document. Donc on a fait un espèce d'aller-retour. On a démarré des pages du document qui ont été créées au départ de gabarits vides. On a donc supprimé des blocs roses, on en a agrandi, on a mis du texte, des images. Et puis quand ça a été fait,
on a décidé, tiens, ce serait pas mal pour utiliser ailleurs dans le document ou pour utiliser la fois suivante dans la nouvelle édition du magazine, par exemple le mois suivant, mais avec des titres différents, du texte différent et des images différentes, mais utiliser quand même la même structure de page. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez certains gabarits, certains modèles de pages qui contiennent déjà des images du texte et des titres. Évidemment, quand on va les utiliser par la suite, on les mettra dans le document, dans les pages là, mais on remplacera les images, le texte et les titres, c'est sûr. Ben écoutez, on va commencer par ça. Vous allez prendre par exemple les pages 6 et 7, clic, majuscule, clic, pour les activer toutes les deux, les pages 6 et 7, et vous allez les déplacer au-dessus de la ligne horizontale qui sépare la palette page en deux. Vous voyez, il y a une ligne horizontale. En bas de la ligne horizontale, c'est les pages du document. En haut, ce sont les modèles de pages. Donc si vous prenez la page 6 et 7 là et vous la déplacez au-dessus comme ça, elle arrive en tant que gabarit. Voilà, il s'appelle F. Bon, c'est pas très original. Voilà. On obtient la même chose si on active les deux et qu'on va dans le menu ici et qu'on demande Master Pages, gabarit, Save as Master, enregistrer en tant que gabarit. Donc c'est bien ça l'idée. Hein. C'est vraiment utiliser quelque chose qu'on a déjà fait pour se faciliter la tâche. C'est très important en mise en page de se faciliter la tâche, d'automatiser les choses. Voilà, je suis dans la version anglaise et tous les gabarits qui sont là ont été créés quand je travaille dans la version anglaise de InDesign. Vous êtes dans une version française actuellement, et donc, vu que A gabarit, qui est le nom par défaut pour un nouveau gabarit, n'était pas encore utilisé, votre gabarit, là, au lieu de s'appeler F-Master, il s'appelle A gabarit. Donc tout est tout à fait normal, ça n'a aucune importance en fait. Ça peut se renommer aussi, hein, mais c'est pas important. C'est pas important. Et il se situe à la fin, là où il s'est mis au début. À la fin, donc c'est parfait, donc il n'y a aucun problème, c'est juste un nom pour les reconnaître. Juste un nom pour les reconnaître. Oui, sauf que il vous met quelle lettre il va vous mettre la lettre A, alors. On va quand même le renommer, alors, parce qu'on a déjà un gabarit qui utilise la lettre A. Donc, vous allez faire clic, majuscule clic sur les deux pages de votre gabarit dans la version française. Vous allez dans le menu de la palette page, demander les options pour gabarit, pour A gabarit dans votre cas. Les options pour A gabarit. Voilà. Et donnez-lui le préfixe F, ce sera pas plus mal à cet endroit-là. Voilà. F gabarit, c'est bon. Alors, le document termine actuellement par les pages 16 et 17. Oui, j'avais dit qu'on allait mettre un numéro, on va le faire aussi. Hein. Mais essayez ici de déplacer les deux pages. Il faut qu'elles soient activées toutes les deux. Les deux pages du gabarit F, vous les activez toutes les deux et vous les déplacez à la fin du document. Vous voyez une ligne verticale qui apparaît là, juste à droite de la page 17. Ça veut dire que vous allez insérer bien sûr les deux pages. Vous les insérez, les voilà. Bon, suivant la largeur de votre palette, elles peuvent se retrouver aussi à cet endroit-là, bien sûr. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc voilà, vous avez créé une page 18 et 19 basée sur le gabarit ici. Et tout à l'heure, on va aller remplacer le texte par du vrai texte. On ira sur Wikipédia, prendre des images, et vous remplacerez le texte là par du vrai texte de Wikipédia. Les images aussi. Donc comme ça, vous voyez qu'on peut rapidement, au départ de modèles de page comme ça, faire un nouvel article rapidement. Bon, on va s'occuper un peu de la numérotation. Alors, la numérotation, bon, vous savez quoi, on va la mettre sur le gabarit A. On va mettre la numérotation sur le gabarit A, qui n'est utilisé que sur la page de couverture ici, autant dire qu'il n'est pas utilisé dans le document. Il n'y a pas d'autre page qui utilise le gabarit A. Donc ça a l'air un peu débile. On voudrait qu'il y ait des numéros qui arrivent sur les pages, et on va les mettre dans le gabarit A qui n'est utilisé que sur la page de couverture. Sauf que, il se trouve que les gabarits suivants, le B et le C, utilisent eux-mêmes un gabarit. Ils reçoivent ce qui vient du gabarit A. C'est ce qu'on appelle du parentage de gabarit. Vous avez ici le gabarit D qui utilise le B, mais comme le B utilise le A, normalement, si je mets quelque chose dans le A, ça doit se retrouver finalement sur le D.
voyez, c'est un peu, voilà, c'est un héritage, quoi. C'est un système d'héritage. Donc, allez, double-cliquez sur le gabarit A, on va tester. Je n'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça va fonctionner. Double-cliquez sur le gabarit A. Vous devriez voir apparaître cette double page qui est le démarrage de la création de la grille. Je vous refilerai des vidéos qui expliquent comment la grille a été créée. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez, pour d'autres documents InDesign, recréer d'autres grilles facilement. Donc voilà, vous avez double-cliqué sur le gabarit A. Il est indiqué en bas A gabarit. En bas à gauche de la fenêtre, il est indiqué A gabarit. Alors, vous inquiétez pas pour les erreurs ici. Il y a des erreurs dans le document. Ben, c'est un système de pré-flight, de vol d'essai, en fait. C'est-à-dire qu'avant de générer le fichier final, InDesign vous dit s'il y a des erreurs dans le document ou pas. Bon, ça n'a rien à voir avec le gabarit ou avec quoi que ce soit. Mais si vous voulez, vous pouvez aller cliquer un peu dessus et regarder. Vous demandez le... Comment est-ce que ça s'appelle encore en français? Le contrôle en amont. Voilà, le contrôle en amont. Vous cliquez à cet endroit-là et vous allez voir quelles sont les erreurs qu'il y a dans ce document. Donc ce sont des erreurs qui concernent le texte. Je déploie ici. Voilà. C'est du texte en excès. Ça veut dire qu'il y a des blocs texte qui contiennent du texte, mais il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte. La fin du texte n'est pas affichée. Il y a ça sur la page 6, 2 fois, sur la page 11, dans le gabarit F. Bon, ben c'est pas grave, hein. C'est des choses habituelles. De toute façon, vous avez peut-être remarqué que c'est du faux texte qu'on a dans le document. C'est du lorem ipsum, c'est juste... On est en train de concevoir la maquette du document. C'est ça la première étape de la création d'un magazine. Puis, il va falloir dire aux journalistes, voilà, selon la maquette qu'on a faite, vous avez droit à tel nombre de mots pour faire votre article. Pour que ça tombe juste. Je vous montre après comment indiquer aux journalistes combien de mots il doit taper pour que ça tombe juste dans la maquette du magazine que vous avez conçue. Maquette de publication, je parle de magazine, ça peut être sur tablette aussi, interactif ou quoi que ce soit. C'est une manière de faire. Quand vous avez les rédacteurs qui sont séparés de la personne qui fait la mise en page, c'est pas la même personne. Il faut quand même leur dire quelle longueur de texte vous avez prévu. Ou alors, vous avez aussi l'autre manière de faire. Vous prenez leur texte qu'ils ont écrit librement et vous le mettez en page. C'est une autre logique. D'accord? Alors, on est dans le gabarit A. On va faire la numérotation. Vous allez faire apparaître la palette des calques parce que c'est quand même mieux de mettre la numérotation sur un calque. Palette des calques. Menu fenêtre calque. Dans la palette des calques, vous voyez qu'on a déjà quelques calques. On a un calque qui s'appelle Images et texte, qui contient bizarrement les images et le texte du document. Si vous l'ouvrez là, ben, vous ne voyez que des rectangles. En fait, quand vous ouvrez un calque avec le petit triangle là, ça vous montre le contenu du calque sur les pages que vous êtes en train de voir. Donc c'est logique que là, il n'y a pas d'image et de texte, donc on ne voit que des rectangles. C'est tous les rectangles roses là. Vous avez 3 calques pour les repères, ils sont verrouillés, on les a verrouillés pour être certain de ne pas les chipoter sur les repères. Vous savez les repères, quand on affiche le document en affichage normal, toutes ces lignes, c'est les repères. Vous avez un calque spécial pour les fonds, je pense qu'il y a une page qui a un fond coloré. Oui, c'est la page ici 3, qui a un bord, un fond qui est sur le bord de la page, et pour se faciliter la tâche, on a créé un calque rien que pour ce fond coloré. C'est pas vraiment un fond coloré, on aurait pu le renommer... renommez-le d'ailleurs, on va le renommer bandeau. Ce sont les bandeaux sur le côté. Et en fait, ce sont des aides à la navigation. Je vais appeler ça bandeau de navigation. Vous connaissez ça dans les livres. Hein. Vous avez des longs livres. Parfois, chaque chapitre, sur le bord de la page, il y a une couleur. Comme ça, quand vous feuilletez rapidement, vous voyez visuellement que vous passez d'un chapitre à l'autre. Ça peut être bien. Alors ici, on va faire... voilà, vous allez cliquer sur le calque image et texte et vous allez demander de faire un nouveau calque. Le voilà. Calque 6 qui s'appelle, c'est le 6e. Je double-clique sur lui. Je vais l'appeler numérotation.
Je verrouille le calque texte, image et texte en cliquant là, pour être certain de ne pas travailler sur lui. Celui-là étant surbrillant, s'il est sélectionné, on travaille bien sur lui. Voilà. Et on va aller mettre un bloc texte sur ce calque numérotation. Donc vous prenez l'outil texte et vous créez un bloc texte, voilà, n'importe comment. Il est là. On ne le voit pas vraiment parce que je suis en affichage aperçu, donc je repasse en affichage normal. Il est là. On ne le voit pas bien parce que, je sais pas, ça a pris la couleur cyan chez vous aussi, les vecteurs. On va changer ça, hein. Vous allez double-cliquer sur le calque et vous allez dire, tiens, les vecteurs doivent être dans une autre couleur. Bon, brun foncé par exemple. Vert foncé, je veux dire. Voilà. Ça se voit quand même mieux. Les couleurs sur les différents calques, ça sert quand on travaille souvent dans le même document, la même maquette. Quand on voit un bloc et qu'on voit la couleur qu'ont ces vecteurs, qui ne s'impriment pas bien sûr, c'est juste pour la construction du document, ben on sait, tiens, ça fait partie de ce calque-là. On a intégré les différentes couleurs par rapport au contenu des calques. Bon, eh ben on va mettre un texte là-dedans. Pour l'instant, il y a un signe dièse, un hashtag. Ça indique qu'il y a une ligne à cet endroit-là. Bon, ben c'est un bloc texte. C'est normal qu'il y ait une ligne à cet endroit-là, mais elle est vide. Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le bloc. Vous avez le curseur qui clignote et on va insérer une balise spéciale de numérotation dans ce bloc. Vous allez faire un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Donc, alors c'est possible que le clic droit ne fonctionne pas sur votre ordinateur. Décidément, vous avez... Oui, les souris. Bonne astuce, je vous conseille vraiment de venir avec vos propres souris. Même une souris Windows va fonctionner sur le Mac. Hein. Donc si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de souris, c'est typique dans les établissements scolaires, vous venez avec votre propre souris. Alors, d'abord, pour ceux qui n'arrivent pas à faire apparaître le menu parce que leur clic droit ne fonctionne pas, c'est soit parce que le clic droit est cassé sur la souris, soit parce que c'est une souris qui n'a jamais eu de clic droit, les anciennes souris Mac n'avaient pas de clic droit, soit parce que dans les préférences de la souris, c'est pas réglé comme il faut pour que le clic droit fonctionne. En tout cas, normalement, si vous enfoncez la touche CTRL et que vous cliquez, ça devrait faire apparaître le menu. Ça fait apparaître le menu ? CTRL-clic, c'est l'ancienne manière de faire apparaître voilà, les menus. Et alors, c'est donc insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà, et vous obtenez la lettre A, parce qu'on est dans le gabarit A. Surtout, ne tapez pas la lettre A majuscule. Si à ce stade-ci, vous vous dites « Tiens, j'ai pas trop vu où il est allé, je vais taper la lettre A majuscule », ben vous allez vous retrouver à la place des numéros sur les pages avec des lettres A majuscules partout. Ce n'est pas une lettre A majuscule, c'est une balise de numérotation automatique. Voilà. Ah, petite astuce au passage, vous avez vu que j'ai fait ça. Je suis en train de travailler dans un bloc texte. Normalement, le raccourci pour bouger le document dans sa fenêtre, c'est la barre d'espacement, mais si j'enfonce la barre d'espacement, ça va mettre des espaces. Donc je suis obligé d'utiliser la touche Alt. Quand vous travaillez dans du texte, la touche Alt vous permet de bouger les choses dans le document, c'est le raccourci pour la main. Quand vous êtes en dehors d'un bloc texte, ce sera la barre d'espacement. Donc ça, c'est quand même pratique de pouvoir bouger les choses comme ça. Alors voilà, on va centrer le texte dans son bloc. Même si le bloc restait transparent et qu'on ne le voit pas, c'est toujours plus propre de faire les choses proprement. Donc, on va centrer la balise dans son bloc. Pour ça, on va utiliser la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Menu texte paragraphe. Ne confondez pas avec style de paragraphe, c'est autre chose ça. En fait, la palette paragraphe sert à générer des styles éventuellement, et la palette des styles sert à aller les utiliser.
Donc nous, ici, on est en train de construire. Donc on passe par la palette paragraphe. Vous allez centrer, bien sûr. Alors vous allez dire, oui, on avait la même chose au-dessus. Oui, c'est possible. Au-dessus, ça change chaque fois en fonction de l'outil que vous êtes en train d'utiliser. C'est la même chose, en fait. La barre ici, au-dessus, la barre contrôle, vous montrera toujours des choses en rapport avec l'outil qui est activé. Oui, si c'est l'outil texte qui est activé, on a ici, en effet, la même chose. Voilà, vous avez centré horizontalement. Maintenant, on va centrer verticalement. Et pour ça, il faut aller dans les options du bloc. Le bloc qui contient la balise, là, on va faire en sorte qu'il centre le texte verticalement. Menu Objet, option de bloc de texte. Donc c'est commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC. Et dans les options de bloc de texte ici, vous avez alignement centré. Donc justification verticale centrée. Vous pouvez même voir avant ce que ça va donner en cochant le petit aperçu. On voit que ce sera au centre du bloc à peu de choses près. Ça dépend de ce qu'on considère, c'est quoi le centre de la lettre aussi. Ça dépend de ce qu'on considère qui est le centre de la lettre. Est-ce que c'est le bas de la lettre? Est-ce que c'est le milieu? Est-ce que c'est le dessus? Etc. Bon, mais en tout cas, voilà. C'est à peu près au centre. Alors on va aller chercher la palette caractère maintenant pour modifier un peu l'aspect du caractère, pourquoi pas. Je me dis, tiens, je vais peut-être mettre les numéros là en bas de la page. Et ils vont être dans un bloc circulaire en couleur. Voilà, pourquoi pas. Bon. On va commencer par le bloc, puisque pour le caractère, il va falloir l'adapter à la dimension du bloc. J'ai donc fait un bloc rectangulaire. C'est foutu, il aurait fallu que je fasse un bloc circulaire au départ. N'est-ce pas? Ils sont là. Ben non, on va convertir le bloc. On va dire, tiens, ce bloc rectangulaire va être converti en un cercle. Donc menu Objet, convertir la forme, et vous choisissez ellipse. Menu Objet, convertir la forme, ellipse. Et voilà, vous avez un bloc de forme elliptique. Oui, il y a toujours le cadre qui permet de le manipuler, mais si je clique à côté, voilà, on voit que c'est vraiment un bloc elliptique quand il n'est pas sélectionné. Je reclique dessus, il y a le cadre pour le manipuler, mais quand je clique à côté, on voit que c'est un bloc elliptique, il n'y a pas de problème. Le hashtag n'apparaît pas naturellement, un peu comme ça. Le hashtag qui est censé être là, c'est ça? Non, le hashtag, ça veut dire qu'il y a une ligne. Il était là avant qu'on mette la balise, hein, dans le bloc. Est-ce que tu es en affichage normal? Oui, tu es en affichage normal? Ok. Mets-toi en affichage normal et regarde si tu as un hashtag qui apparaît là. Non? Va un peu voir dans le menu texte. Dans le bas du menu texte, est-ce qu'on te propose d'afficher les caractères masqués? Ok. Donc je vois pas pourquoi tu n'as pas la ligne, mais c'est pas grave. Et la balise, tu as réussi à la mettre? Avec le menu? Ok, ben ça marchera. Ça marchera. Bon. Donc, on va faire en sorte que ce soit un vrai cercle. Vous allez modifier les dimensions. Ça va se passer d'abord ici. C'est un cercle chez moi de 44 mm sur 24. Hein. Bon, ben, je vais à peu près mettre 30 sur 30, pourquoi pas. 30 sur 30. Bon, donc j'ai fait 30 tabulations. Hein. Pour valider ce que je mets dans les cartouches, c'est toujours la touche tabulation. C'est comme ça dans les logiciels Adobe. Hein. Par exemple, si je mets 25, tabulation, voilà, j'ai un bloc de 25. La touche tabulation, vous connaissez sur le clavier. Hein. C'est ce qui permet de passer au cartouche suivant. Donc ça valide la valeur que j'ai mise dans le cartouche. Oui, ces petites cartes, on appelle ça des cartouches, en fait. Hein. 25 ou 30, peu importe, puisque maintenant, je vais, avec la flèche noire, prendre une poignée du coin, et avec la touche majuscule, je vais redimensionner. Voilà, pour que le cercle soit un peu plus petit. Je suis arrivé à combien? 10? Ouais, 10,4, c'est bien. Un peu plus petit peut-être, voilà.
ça va aller. Donc c'est la touche majuscule pour conserver les proportions pendant que je manipule la dimension du cercle. Voilà, donc il faut prendre la poignée avec la touche majuscule enfoncée et il faut lâcher le bouton de la souris puis la touche majuscule. Alors, dans le cas des blocs texte, il y a une solution pour agrandir ou diminuer un bloc avec le texte qui se met à jour aussi à l'intérieur, qui s'agrandit ou qui diminue. Ce sera avec l'outil de transformation manuelle, ça pourra vous servir. Faites un test, regardez. Quand vous prenez l'outil de transformation manuelle, vous faites la même opération avec la touche majuscule, poignée du coin. Mais là, vous voyez la différence, c'est que la lettre à l'intérieur change de dimension. Tandis que si c'est avec la flèche noire, la lettre à l'intérieur ne change pas de dimension. Donc on utilise l'un ou l'autre de ces outils quand on travaille sur des blocs texte en fonction de ce qu'on veut obtenir. Est-ce que le texte reste à la même dimension ou est-ce qu'il change de dimension avec le bloc? Bon, ben on va mettre une couleur au bloc. Vous l'avez sélectionné avec la flèche noire. Vous avez ici les couleurs. Alors quand vous double-cliquez sur l'échantillon de couleurs, c'est comme dans Photoshop, ça ouvre le sélecteur de couleurs. Donc, vous avez la possibilité de choisir les couleurs là. Mais ne le faites jamais dans InDesign comme ça, parce que ça vous pose un problème. Il vaut mieux utiliser la palette nuancier, qui sera mieux. Quel problème ça pose quand on met une couleur sur un objet par là? D'abord, il faudra aller voir ce qui se passe quand on utilise plutôt le nuancier. Allez-y. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Et vous allez créer une nouvelle couleur pour la couleur de fond qui est en avant-plan. Là, c'est comme dans Illustrator. Si vous connaissez un peu Illustrator, on peut indiquer qu'on travaille sur la couleur de contour du bloc ou sur la couleur de fond. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Donc, je vais créer une nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Vous créez une couleur en RVB. Même si le document au final sera en CMJN, ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser des couleurs RVB dans InDesign. Si quelqu'un vous a dit le contraire, c'est qu'il n'a pas remis à jour ses connaissances, qu'il a étudié InDesign, la mise en page plutôt QuarkXPress dans les années 90. Mais donc, nous, on utilise des couleurs RVB, même si au final, on fera un PDF CMJN. Voilà, vous choisissez, vous créez une couleur, vous cliquez sur OK. La couleur arrive sur le fond du bloc. Elle est là, dans le nuancier. Alors, l'intérêt du nuancier, pourquoi vous devez utiliser le nuancier plutôt que de double-cliquer sur l'échantillon et choisir les couleurs à la manière Photoshop? Ben, il vaut mieux utiliser le nuancier parce que ceci, quand vous utilisez une couleur du nuancier, même à différents endroits du document, quand vous utilisez une couleur du nuancier à différents endroits du document, par exemple pour un titre, mais également pour une couleur de fond de bloc ou quoi que ce soit, eh bien, grâce à la palette nuancier, vous allez pouvoir modifier d'un coup les couleurs, cette couleur-là, dans tout le document. Donc, pour changer totalement l'ambiance dans tout le document. On va faire un test ici. Elle n'est encore utilisée qu'à cet endroit-là, mais enfin, on va faire le test. Vous allez cliquer à côté du bloc, là, pour le désactiver. Donc, normalement, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier quand il n'est pas sélectionné. Si vous double-cliquez sur la couleur que vous avez créée là tout à l'heure, vous avez une case aperçu qui est disponible. Vous l'enclenchez et quand vous bougez, ça modifie la couleur sur l'objet qui utilise cette couleur-là. Donc très intéressant pour pouvoir modifier rapidement l'ambiance de tout un document par la suite. Alors, il y a des points d'exclamation. Donc ça veut dire que c'est trop vif pour être imprimé en offset 4 couleurs. En offset 6 couleurs, ça passerait, mais en offset 4 couleurs, ça va être un peu plus terne. Et c'est là que vous pourriez vous dire, mais ça sert à quoi de faire des couleurs vives si, au final, ce sera imprimé terne? Ben oui, l'offset 4 couleurs de l'imprimeur est le périphérique, la sortie la moins performante de toutes,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sortie? Ben, vous pouvez afficher le PDF sur un écran, le PDF généré par InDesign. Donc là, l'écran, il sera capable d'afficher les couleurs roses comme ça, vives. Vous pouvez le montrer, en faire une application pour tablette. La tablette peut afficher des couleurs vives. Vous pouvez imprimer sur du jet d'encre, sur du bon papier avec du jet d'encre, ça imprime des couleurs vives. Donc voilà. C'est pour ça que Adobe préconise d'utiliser du RVB plutôt que du CMJN. C'est parce que, par rapport aux années 90, à notre époque, on a plein de périphériques différents sur lesquels on sort ce qu'on fait dans InDesign, et la plupart sont capables d'afficher des couleurs vives. Ok, donc voilà, c'est ça l'intérêt. Évidemment, ici, ça a un intérêt limité. Bon, je sélectionne le texte, je vais pouvoir changer sa couleur. Mais, comme c'est en négatif quand je sélectionne, c'est pas pratique. Donc voilà ce qu'on va faire. On continue de sélectionner le bloc avec la flèche noire, et on va indiquer ici qu'on va modifier la couleur du texte. Et là, vous pouvez changer la couleur et regarder ce que ça donne. Alors, évitez de multiplier les couleurs. Je pense qu'en le mettant en blanc, ce sera pas mal. La palette caractère va vous permettre de modifier la dimension du caractère à l'intérieur de son bloc. Évidemment, ce sera un chiffre à la fin, donc c'est pas évident. Il y a un système pour arriver à modifier la balise et en même temps voir le chiffre se modifier. Mais bon, ici c'est une initiation à InDesign, donc je vais peut-être pas parler de ça. Voilà. Donc vous avez aussi le caractère qu'on peut changer par ici. Il y a plein de choses. Vous pouvez passer en revue le caractère aussi en cliquant là, puis avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous passez en revue les caractères. Voilà. Ok, je trouve que celui-là est pas mal. Un peu industriel. Ça pourra changer à n'importe quel moment par la suite. Alors on va enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Hein. Fichier enregistré sous. Vous allez enregistrer dans le dossier d'où il vient. C'est pas un problème. Et vous allez renommer. Changer un peu le numéro là. Ok, je zoome en arrière. Je vais prendre le bloc avec la flèche noire. Je le déplace. Tiens, il y a des lignes roses qui apparaissent. Alors, à quoi est-ce qu'elles correspondent? Ben, c'est ce qu'on appelle des repères commentés qui vont m'aider. Donc, on va en avoir deux certainement. Voyons un peu ça. Oui, il y en a deux. Vous voyez, quand je bouge, j'ai deux lignes. Alors, il y en a une qui correspond au centre des blocs. Il y en a une qui correspond au centre de la page. Oui, vous voyez, puisque les blocs, pour une raison, parce que c'est la reliure là sur le côté, on a mis un peu plus d'espace à cet endroit-ci qu'à cet endroit-là. Et donc, les blocs ne sont pas centrés sur la page, et donc c'est pour ça que vous avez ici des indications centrage par rapport à la page, centrage par rapport au bloc. Voilà, alors celui qui est centré par rapport à la page, c'est celui de droite, logiquement. Ça n'a pas une importance énorme. Vous positionnez votre petit bidule à cet endroit-là. Et c'est bien. Tiens, tant qu'à faire, on va le mettre aussi sur la page de droite. Avec la touche Alt, vous allez le déplacer en enfonçant majuscule en même temps. Alt majuscule, vous voyez, ça va faire une copie que vous allez pouvoir placer sur la page à côté. Je lâche les touches là, et je vais pouvoir aller le positionner de manière centrée. Où sont les repères? Oui. Alors j'ai fait une erreur parce que c'est pas un drame, parce qu'on n'est pas dans les détails ici.
J'ai fait une erreur parce que les lignes, vous voyez les lignes qui apparaissent là, mes repères, j'ai dit que j'étais en train de centrer par rapport à la page. Mais en fait, quand je sélectionne cet objet, mon point de référence n'est pas le centre de l'objet. C'est le point supérieur gauche. Si je veux vraiment faire un truc tip-top, il faut que je dise que le point de référence de l'objet, c'est son centre. Et là, quand je le positionne avec les repères, il sera vraiment au centre de la page. On va y arriver. Sinon, il y a aussi les palettes alignement qui permettent de faire ça. La palette alignement permet aussi de mettre un objet par rapport au centre de la page. Moi, je vais privilégier l'aspect visuel des choses. Hein. Même si techniquement, c'est pas nickel, je vais privilégier l'aspect visuel. Il ne s'agit pas ici de faire de vous des experts en mise en page. Le but du cours ici, c'est qu'en allant en deuxième année, vous soyez capable de faire des dossiers qui ont un peu de gueule au niveau de la mise en page, pour présenter des choses, parce que la manière dont on présente les choses, quand c'est bien mis en page, ça passe mieux, le contenu passe mieux. À contenu égal, quand c'est mal mis en page, c'est moins bien accepté. Voilà. Donc il ne s'agit pas de vous préparer à la section dans laquelle on se spécialise là-dedans, pas du tout. C'est un cours complètement à part. Ce n'est pas une préparation à la section dans laquelle on fait la mise en page. C'est pour tous les étudiants, quelle que soit la section dans laquelle vous irez. Parce qu'à un certain moment, on a remarqué qu'il y avait un problème, c'est que certains étudiants étaient diplômés, mais quand ils devaient faire une mise en page, vu qu'ils n'étaient pas allés dans la section où on fait la mise en page, et qu'ils n'avaient jamais eu de cours de InDesign, ils utilisaient quoi pour faire la mise en page? Photoshop ou Word. Voilà. Donc ce qui est quand même dommage pour quelqu'un qui est diplômé infographiste. Et donc maintenant, le processus est un peu corrigé, puisqu'il y a un petit cours de mise en page qui vous permet de voir comment faire. C'est d'autant plus débile que les logiciels Adobe, toute la suite, vous l'avez. Alors, voyons un peu, qu'est-ce que ça donne sur la palette page. Je vais aller passer d'une page à l'autre et regarder si les pages sont bien numérotées. Eh bien, on dirait que oui. Hein. Si je double-clique sur la page 10, par exemple, j'ai un numéro 10. Je double-clique sur la page 5, je vais avoir un numéro 5, voilà. Ça marche. Impeccable. Alors, la numérotation est peut-être malvenue sur cette page-ci, mais c'est pas grave, on peut l'enlever si on veut. On peut faire en sorte que la numérotation ne soit pas sur certaines pages. Typiquement sur les publicités, sur les pages qui contiennent des publicités, c'est ce qu'on fait, on enlève les numéros. Donc vous avez vu que ça a fonctionné, on a mis donc la numérotation dans le gabarit A. Vu qu'il est utilisé par le B et le C, et que le B et le C sont utilisés par le D, E et F, voilà, ça se retrouve sur toutes les pages en fait. Sur toutes les pages, on a notre numérotation, c'est parfait. Sauf que sur certaines pages, donc ça ne convient pas. Par exemple, sur la page 7... c'est assez malvenu que la numérotation arrive à cet endroit-là, surtout qu'elle n'est pas très discrète. Donc il est possible de désactiver, de l'enlever. D'abord, il faut que je dise aussi que non seulement, voilà, on a mis dans le gabarit A, ça se retrouve sur toutes les pages à cause de ça, mais également dans la palette des calques, la numérotation, on l'a mise sur un calque à part, au-dessus du calque qui contient les images et le texte. Donc elle se met toujours au-dessus du reste, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'elle apparaît partout. Bon, ben on va la désactiver. Pour désactiver, ben, il va falloir sélectionner le chiffre là 7, enfin je veux dire le bloc qui contient le chiffre 7 sur la page 7, et enfoncer la touche suppression. Sauf que vu que ça vient du gabarit, vous n'arrivez pas à le sélectionner. Il faut le déverrouiller en utilisant sur le Mac les touches commande et majuscule et en cliquant sur lui. Ou alors sur le PC, ce sera CTRL majuscule, cliquez sur le bloc avec la flèche noire. Là, il est sélectionné, on pourrait le bouger, on pourrait le mettre sur le côté, là, exceptionnellement, vu qu'il y a une image sur la partie droite de la page, mais en même temps, bon, c'est moche, je vais donc carrément le supprimer. Touche suppression.
Bon, ben ça c'est pas mal. Alors on avait généré un gabarit au départ de ces deux pages-là. Il était là, puis on l'avait utilisé pour créer les pages 18 et 19. Ben maintenant, allez sur les pages 18 et 19. Et on va remplacer les images qui sont là par autre chose. Par exemple, moi, je vais faire un article sur les loups. Donc je vais renommer ici le contenu du bloc. Alors, je suis bien sur la page 18. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à sélectionner le bloc qui est là? Ah oui, parce qu'en fait, tout est verrouillé. Vu que ça vient du gabarit, c'est verrouillé. Il faudrait que je fasse commande majuscule et cliquer sur lui. Et ça ne marche pas. C'est toujours agréable. Voyons un peu la palette des calques. C'est dans quel calque? Ok. Je suis sur le calque numérotation. Ah oui, forcément, on avait verrouillé le calque image et texte. Ok, cette fois-ci, je vais verrouiller le calque numérotation et je travaille sur image et texte. Ok. Et donc, c'est toujours verrouillé, mais avec commande majuscule et cliquer, ça se déverrouille, je peux modifier. Vous voyez, il y a deux choses à faire pour arriver à déverrouiller le bloc avec le titre là sur la page 18. Il faut non seulement que le calque qui contient ce bloc soit pas verrouillé lui-même, mais en plus il faut le déverrouiller par rapport au gabarit, comme on a fait pour le numéro, mais cette fois-ci c'est pas pour supprimer le titre, c'est pour le modifier. C'est donc commande majuscule, on clique et voilà, et on arrive à modifier. Alors tout sur la page est verrouillé. Il y a possibilité de déverrouiller tout d'un coup, si vous voulez. Les deux pages même. On peut déverrouiller même plusieurs éléments sur plein de pages. Il suffit que ce soit sélectionné dans la palette page. Par exemple, ici, vous faites clic majuscule clic. La 18 et la 19 sont activées. Vous allez dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne libérer les éléments du gabarit, et normalement, tous les éléments du gabarit seront libérés, c'est-à-dire que maintenant, sur les pages 18 et 19, tout est déverrouillé. Quand je clique avec la flèche noire sur n'importe quoi, les images, les blocs texte, tout est accessible. C'est donc en activant les deux pages 18 et 19, clic majuscule clic, et en allant dans le menu de la palette page, jusqu'à la ligne déverrouiller tous les éléments du gabarit, c'est quelque chose comme ça en français à peu près. Libérer tous les éléments du gabarit. N'oubliez pas d'enregistrer votre document de temps en temps en changeant le nom. On n'est jamais trop prudent, même si InDesign a un système de récupération en cas de plantage. Bon, alors je vais aller chercher du texte sur Wikipédia et je vais le transférer. Vous allez faire ça aussi. Le transférer dans le document par copier-coller. Donc je ne vais pas faire la chose compliquée qui consiste à importer le texte d'un document Word, faire passer de Wikipédia vers Word et puis de Word vers InDesign. C'est intéressant, ça a de l'intérêt, mais gardons les choses simples ici. Donc je vais faire un petit tour sur Wikipédia, je suis allé chercher la page sur cette bestiole immonde et je vais sélectionner du texte. Alors, peut-être zoomer un peu en arrière ici dans la page web avec commande moins, puis sélectionner. Alors suivant le navigateur que vous utilisez, ça va donner des résultats un peu différents. Parfois vous aurez des doubles espaces ou des simples espaces, doubles retours de paragraphe ou simples retours de paragraphe. Là je suis dans Firefox, mais si vous faites ça au départ de Safari, ça marchera aussi. Mais il n'est pas sûr que le résultat sera tip-top le même. Donc je commence ici par le curseur texte ici. Et je vais aller sélectionner, et je descends. Ah, j'aurais peut-être dû remonter le bas de la page pour pouvoir scroller plus vite. Voilà. Ok. Alors, il y a des images qui sont prises dedans, mais c'est pas grave, elles vont pas être collées finalement. Ok, je fais un copier. Je vais dans InDesign. Je vais ici sur mon bloc texte, commande A pour tout sélectionner, commande V pour coller. Et voilà, c'est le texte de Wikipédia.
Donc sur Wikipédia, vous prenez quand même pas mal de textes, une dizaine de paragraphes quand même. Voilà. Alors ta question n'est pas inintéressante, tu voudrais mettre le texte sur les 2 pages, 18 et 19, voire même les suivantes, d'un coup. Et en fait ici, il n'y a pas de chaînage. Il n'y a pas de chaînage, alors regardez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. Quand je sélectionne avec la flèche noire le premier bloc, on voit qu'il y a du texte en excès. Et donc, il est complètement indépendant du bloc de droite, le bloc de gauche. Ben, ce que je vais faire ici, c'est les chaîner. D'abord, je vais peut-être... regardez bien, vous allez le faire après, et vider tout. Je prends l'outil texte, je fais commande A, touche suppression. Le bloc texte est toujours là, mais il est vide. Je fais ici, même chose, je mets le curseur là, commande A, supprimer. Même chose ici, commande A, supprimer. OK. Les 3 blocs texte ont été vidés, vous voyez. Maintenant, je vais les chaîner. Je vais dire que quand le texte arrive au bout du bloc ici, il doit couler dans le bloc suivant. Et quand il sera au bout du bloc ici, il doit couler dans ce bloc-là. Ça se fait de manière très simple. Avec la flèche noire, je clique sur la porte de sortie du bloc. Puis je vais survoler le bloc d'à côté. Et je clique, de préférence pas sur un bord de bloc ou sur un repère, mais vraiment là où il y a la chaîne. Voilà. Il y a normalement une ligne qui apparaît qui indique qu'il y a un chaînage. Je fais la même chose ici pour le bloc. Je clique, je vais sur la page de droite, je clique sur le bloc, ça fait un chaînage, voilà. Alors si vous ne voyez pas les chaînages, c'est peut-être parce que vous êtes en aperçu ou qu'ils ne sont pas affichés. Dans le menu affichage, extra, il faut demander de voir les chaînages de texte. Show text threads. Évidemment, vu qu'ils sont affichés chez moi, on les voit, là, les espèces d'élastiques. Ben, il me propose de les masquer, mais je ne les masque pas. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, quand je clique dans n'importe lequel de ces 3 blocs, le curseur va non pas en haut à gauche de ce bloc, mais il va en haut à gauche du premier bloc. Parmi les 3 qui sont chaînés, ça va en haut à gauche du premier bloc, c'est logique. Hein. Et je colle. Et voilà, c'est ce que tu voulais. On a le texte qui arrive dans les 3 blocs, ça coule. Bon, il n'y a pas encore assez de place, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe, on peut aussi chaîner un bloc d'une page à l'autre. Je peux aussi chaîner celui-là avec le bloc d'une page suivante. Alors voilà, on va maintenant supprimer les images avec la flèche noire. Vous cliquez sur le réticule, touche suppression. Même chose pour ici, touche suppression. Donc les blocs images restent, hein, mais c'est le contenu des blocs qu'on a supprimé. Vous allez dans la page Wikipédia, vous faites un commande-clic sur les images, ça devrait créer un nouveau onglet. Dans ce nouvel onglet, vous avez possibilité d'afficher en différentes définitions. Choisissez la plus grande. C'est marqué sous l'image. Je répète, je suis sur la page Wikipédia. Je vais cliquer sur l'image avec la touche commande. Ça crée un nouvel onglet, là. Sous l'image, j'ai la plus haute définition disponible. Autant prendre ça. Vous voyez ? Et faites ça pour 4 images, donc. Ou plus. C'est vous qui voyez. Il y en a une qui est en très basse définition, je ne vais même pas la prendre, celle-là. Je n'aurais pas fait grand-chose avec. Et vous les enregistrez dans le dossier des liens. Dans le dossier des liens que vous avez téléchargé tout à l'heure. C'est pas plus mal qu'il soit au bon endroit directement. Alors je sais, ce sont des versions JPEG, mais c'est pas grave. Il y a des possibilités de transformer d'un coup tous les JPEG d'un document InDesign en version Photoshop pour pouvoir mettre des calques de réglage et les modifier.
Donc normalement, j'ai les JPEG qui sont là. 1, 2, 3, 4. Bien. On peut les transférer par copier-coller du navigateur vers InDesign. Mais il n'y a pas de lien, elles sont intégrées au document. Ça alourdit le document InDesign et en plus, vous ne pouvez pas les manipuler par Photoshop. Donc il vaut mieux les envoyer sur le disque dur et les intégrer dans InDesign de la manière habituelle, menu Fichier, Importer, File, Place. Donc faites gaffe à ça, même si techniquement le copier-coller marche, il y a des restrictions, il y a des limitations. Alors voilà, on va les importer en faisant, dans le document ici InDesign, Fichier, Importer, File, Place. Vous allez chercher dans le dossier des liens. J'ai classé par date. D'abord, j'utilise un classement par liste. J'en vois beaucoup qui s'amusent avec le Mac à afficher par colonne comme ça. Bonne chance pour la suite de vos études si vous vous amusez comme ça. Pourquoi pas, ça peut marcher, mais c'est quand même vachement mieux d'afficher par liste, qu'on soit sur Mac ou sur Windows. La plupart du temps, ça marchera mieux. Ça me permet d'afficher par liste et de classer par genre de document, par genre, par taille, par date de création. Voilà. Clic majuscule clic, je peux aller les chercher toutes les 4 d'un coup. Oui, si j'avais un classement par nom, j'aurais dû faire clic, commande, 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 pour arriver à sélectionner des choses qui ne sont pas l'une à la suite de l'autre, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est de l'informatique basique. Ça fonctionne comme ça dans tous les ordinateurs depuis longtemps. En tout cas, voilà, j'ai 4 images dans le curseur. Avec les flèches au clavier gauche et droite, je peux les passer en revue pour décider laquelle je vais mettre en premier. Moi, tiens, je vais mettre celui-là dans la grande image à côté. Voilà. Ah tiens, il arrive comme ça. En effet, on va voir ce qui se passe. C'est étonnant que ça ne remplisse pas. Et ensuite, je vais mettre celle-là comme je veux. Voilà. Ah tiens, tiens, tiens. Bizarre. Celle-là est minuscule aussi. On va voir ce qui se passe. Je n'avais pas essayé avant avec ces images-là, donc cool. Ah oui, ce qui se passe, c'est que le bloc au départ contenait déjà une image et puis ça a pris les redimensionnements qui étaient valables pour l'image précédente. Mais c'est pas grave, on va corriger ça. Oui, ça a certainement pris les redimensionnements pour l'image précédente. Et le positionnement aussi. Donc on va devoir corriger ça. Ben oui, par exemple, ce bloc-ci, où l'image est toute petite, si je clique sur le réticule, je vais voir là au-dessus, c'était réglé à 12% d'agrandissement. Donc c'est ça, en fait, ça a hérité des réglages qui étaient sur les images qui étaient là avant, mais c'est pas grave, on s'en sort facilement. Regardez ça, une fois que vous avez vos images dans les blocs, je sélectionne ici les blocs, les 3 blocs, avec la touche majuscule, je peux sélectionner celui-là aussi. Vous avez un grand cadre qui indique tout ce qui est sélectionné. Et vous allez demander que les images remplissent le bloc sans changer de proportion. On va pour ça dans le menu Objet, Ajustement, et on demande Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Donc précédemment, j'avais montré que les blocs roses sont pré-réglés pour redimensionner les images, et j'avais montré par ici, je pense. Hein. Ça vous rappelle quelque chose ou c'est ce matin que j'avais montré ça? Enfin bon, peu importe, en tout cas, voilà. Ici, il ne s'agit pas de pré-réglage, il s'agit de demander un réglage sur les images qui sont déjà dans les blocs, et c'est donc Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Alors voilà, on va maintenant repositionner les images dans leur bloc, puisque oui, c'est un cadrage automatique là. On a demandé à InDesign de remplir l'image. L'image doit remplir le bloc, mais sans changer de proportion.
Et là, on a quand même un petit problème. Si je passe en affichage, par exemple, aperçu ici, c'est un peu foireux d'avoir la tête là, tout près du bord. Donc voilà, il faut, avec la flèche noire, cliquer sur les réticules pour faire apparaître le contenu en brun, là, le contenu du bloc. Et puis, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir agrandir, diminuer, repositionner. Donc je prends une poignée du coin, n'importe laquelle poignée du coin, avec les touches Alt et majuscules. Je clique et je bouge, ça agrandit. Sans les touches Alt et majuscules, je clique et je bouge, ça repositionne. Voilà, même chose pour les autres. C'est beaucoup plus intéressant quand il y a du recadrage. Donc, flèche noire, je répète, regardez ceux qui ont loupé ce qui vient d'être expliqué. Flèche noire, je clique sur le réticule central de l'image que je veux modifier. Le cadre brun de l'image apparaît. Je prends l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, n'importe laquelle des quatre. Alt et majuscule, je bouge, j'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Pour repositionner, c'est toujours le même outil, mais sans aucune touche, je clique et je bouge. Et voilà. Donc je répète encore une fois, sur cette image-là, je clique sur le réticule central, le cadre brun apparaît. Outil de transformation manuelle, Alt majuscule, j'agrandis. Sans aucune touche, je clique et je bouge. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire des cadrages un peu plus esthétiques, faire un truc où on voit plus de détails, quoi. Évidemment, on ne voit plus de la photo en entier, mais à vous de voir. Alors, dans notre texte Wikipédia d'origine, il y avait des espaces entre les paragraphes. On les voit, ils sont là. Quand j'affiche le document en affichage normal, je remarque que les espaces entre les paragraphes sont faits à la manière Baraki, c'est-à-dire en mettant des paragraphes vides entre les paragraphes qui contiennent du texte. Pourquoi c'est la manière Baraki? Parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait quand on ne sait pas utiliser le logiciel de mise en page et comptable du texte. On veut faire des espaces entre les paragraphes, on fait des paragraphes vides. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment bien régler les espacements entre les paragraphes. Donc on va faire deux opérations ici. On va supprimer dans tout le document ou dans cet article aussi, on pourrait cibler seulement cet article. Un article, c'est le contenu d'un bloc texte et les blocs qui sont éventuellement chaînés avec lui. Mais on va supprimer les balises, deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. Vous voyez, c'est ce qu'on a. Hein. On a deux balises de fin de paragraphe qui se suivent, l'une après l'autre. Et on va les remplacer par une seule. Eh bien, allons-y, faisons ça. Menu édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. Alors, on cherche dans quoi? Il faut préciser. Dans le document, vous choisissez document ici. Si vous avez le curseur texte qui était dans l'article, il y a le mot article en plus dedans. Si vous avez en plus fait une sélection sur certains mots, vous avez le mot sélection en plus là-dedans dans la liste. Mais je vais le faire sur tout le document. Ne commencez pas à aller cliquer sur certaines choses ici. Ce serait ennuyeux. Alors il va falloir préciser qu'est-ce qu'on recherche. Vous allez ici utiliser le petit gizmo rechercher une fin de paragraphe, suivi également directement d'une autre fin de paragraphe. Donc vous avez deux fois la balise qui indique ici dans la boîte rechercher ce qu'est une fin de paragraphe. On recherche une double fin de paragraphe. Et on remplace par une fin de paragraphe. Donc voilà ce que vous devez avoir dans le champ rechercher et dans le champ remplacer. On recherche une double fin de paragraphe et on la remplace par une seule. Vous cliquez sur tout changer.
Il vous dit qu'il en a trouvé 20. OK. On peut encore cliquer. Il en a trouvé 0, c'est parfait. On clique jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus, quoi. Pourquoi est-ce qu'il pourrait en trouver encore? Parce qu'à certains endroits du document, vous avez 3 fins de paragraphe qui se suivent. Donc en faisant agir une première fois le rechercher-remplacer, ça vous réduit le 3 en 2. Et puis il faut encore le faire agir pour réduire le 2 en 1. OK, voilà, c'est bon. On enregistre le document. Alors, du coup, vous n'avez plus d'espacement entre les paragraphes. Mais les paragraphes existent toujours. Si j'affiche en mode d'affichage normal, on voit des balises de fin de paragraphe à différents endroits. Ils sont toujours là. Eh bien, on va sélectionner le... On va devoir mettre le curseur, parce que c'est un bloc chaîné, on ne peut pas sélectionner le bloc. On doit mettre le curseur texte n'importe où dans le texte, faire un commande A. Donc, tous les paragraphes se sélectionnent, y compris ceux de la page de droite. Y compris ceux qui ne sont pas visibles, là, qui sont en dehors de la zone visible, qui sont en dehors du texte. Parce que le bloc n'est pas assez grand. Enfin, tout c'est sélectionné. Et vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, et vous allez mettre un espace après les paragraphes. C'est ici que ça se passe. Donc, menu texte en haut de l'écran, palette paragraphe. Vous réglez ici l'espace après. Et par rapport à la méthode Baraki, vous avez ici vraiment possibilité de faire au millième de millimètre. Au millième de millimètre, vous avez la possibilité de régler l'espace entre les paragraphes. Vous allez dire, c'est exagéré. À quoi ça sert de pouvoir régler au millième de millimètre? 3 mm, 254 par exemple. Voilà, touche tabulation, je valide. Voilà. Mais parce que quand vous avez un document très long, si vous modifiez d'un millième de millimètre l'espace entre les paragraphes, ça peut faire modifier le nombre de pages du document. Vous pouvez récupérer une page à la fin du document. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être utile. Alors ici, on va appliquer un principe différent de ce qui a été appliqué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les images, là, elles sont à côté du texte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre une image sur le texte. Elle va recouvrir le texte, mais on va devoir enclencher une option qu'on appelle l'habillage, qui va faire en sorte que tout le texte d'origine va tourner autour de l'image. C'est un habillage. Alors, moi, je vous conseille de faire ça sur un calque à part. Menu fenêtre calque. Elle était là. Voilà, bien cachée en dessous. On va faire un calque spécial pour les images qui habillent. C'est-à-dire que, voilà, je suis en train de travailler sur le calque image et texte. Je vais faire un calque spécial. Je clique. Voilà le calque spécial qui s'est créé, enfin le calque 7 normalement. Je le renomme. On va appeler ça habillage. Voilà. Je verrouille le calque image et texte. Je travaille sur le calque habillage. Sur la page 18, je vais importer une image. Alors regardez, jusqu'à présent, les images, on les a mises dans des blocs qui existaient. Mais bien sûr, on peut créer les blocs au moment où on va chercher l'image. Donc regardez ça, fichier importé. Je vais chercher une des images. Ah tiens, là j'ai peut-être intérêt à passer en affichage par icône pour bien voir les images et essayer de trouver une qui va m'intéresser. Donc je vais en prendre le crocodile, voilà, par exemple. Le voilà, je fais cliquer, glisser, et voilà l'image du crocodile qui arrive. Il n'y avait pas de bloc avant, mais le bloc a été créé au moment où j'ai importé. Alors attention, j'annule là pour vous montrer que si je fais simplement un clic, sans faire un clic et glisser, l'image arrive à la taille qui est pré-réglée dans Photoshop, et dans ce cas-ci, c'est immense. C'est immense, vous voyez, ça c'est l'image. Hein. C'est la largeur de l'image de mon crocodile, qui fait à peu près, par rapport à mon double A4, là, c'est monstrueux. Donc, ne faites pas ça. J'annule ici.
Faites un cliquer, glissez, vous enfoncez le bouton à souris, vous gardez enfoncé, vous bougez, vous déterminez la dimension d'image au moment où vous l'importez. Il n'y a pas de raison de prendre l'image. Les pré-réglages de Photoshop ne nous intéressent pas. Quel est le nombre de centimètres de l'image dans Photoshop? Quelle est sa résolution dans Photoshop? Aucune importance. Vous passez outre de ces considérations. On n'a pas eu de problème pour que l'image n'ait pas tombé dans le texte. Ça ne s'est pas mélangé au texte parce que le calque de texte était verrouillé. On travaille vraiment sur un nouveau calque à part qui est au-dessus. Bon, mais maintenant, vous allez prendre la flèche noire. Il n'y a pas de raison que l'image reste avec ces proportions-là. Vous pouvez prendre la flèche noire. D'abord, je clique à côté de tout pour être certain de manipuler le bloc. Je clique sur le bloc, oui, il a bien la couleur cyan, oui, pourquoi pas. Et je vais le faire plutôt vertical, comme ça. Vous le voyez? Plutôt vertical comme ça. Et puis je vais demander que l'image remplisse le bloc. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et puis je peux cliquer sur le réticule central et bouger pour voir la bouche de ma copine là, Odile. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les images avec les proportions qu'elles ont. Vous faites du recadrage avec la flèche noire. Sauvegardez le document. Vous remarquez que je sauvegarde en changeant chaque fois le nom. Comme ça, vous avez la progression, c'est bien. Alors, le texte est caché par l'image, clairement. Il va falloir enclencher l'habillage sur l'image. Donc, attention, il y a un piège. Il faut être absolument certain de travailler sur le bloc. Parce que techniquement, l'habillage peut se mettre sur l'image. Mais par la suite, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi est-ce que quand vous cliquez sur le bloc, on ne voit pas les paramètres d'habillage, alors que pourtant, il y a un habillage qui agit? Vous aurez oublié que vous l'aurez mis sur le contenu. Donc c'est sur le contenant qu'on va le mettre. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc en cliquant une fois sur lui. C'est bien le contenant, le bloc. C'est sur lui que je vais mettre l'habillage. On va chercher l'habillage, menu fenêtre, habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Et vous allez enclencher la deuxième icône ici. Voilà, vous avez le texte qui est repoussé par l'image. On va même faire une zone un peu plus grande, une marge d'habillage avec les petits ici. Voilà. On a une deuxième ligne qui apparaît, c'est la marge d'habillage. On n'a pas envie que le texte aille contre le bloc de l'image. Donc voilà, ça commence à devenir un peu professionnel comme mise en page. On repositionne où on veut, on redimensionne comme on veut. Alors si vous voulez évidemment redimensionner à la fois le bloc et son contenu, que ça reste l'un par rapport à l'autre comme ça, c'est pas la flèche noire qu'il faut utiliser. C'est l'outil de transformation manuelle. Alt majuscule. Voilà, les deux se redimensionnent, le bloc et son contenu. Avec l'outil de transformation manuelle. Vous vous souvenez pour le texte tout à l'heure, je vous avais montré que quand on redimensionne un bloc, si on veut que le texte se redimensionne, c'est ça qu'il faut utiliser. Et bien ici, quand je redimensionne un bloc image, si je veux que l'image se redimensionne, c'est ça que je dois utiliser, l'outil de transformation manuelle. Bon, évidemment, par rapport au sujet, le loup des Ardennes, ça n'a plus grand... Ah, oui, c'est pas grave. Oui, il a un peu changé, oui, il est exotique. Alors on a de l'habillage donc sur cette image et ce sera plus esthétique si le texte colle de chaque côté de la colonne. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle du texte en drapeau, mais on va faire du texte justifié. C'est-à-dire que les dernières lignes là vont aller coller sur le bord de la colonne
Bon, ben, recommencez l'opération curseur texte dans le texte. Attendez, on ne sait pas le faire parce que le calque est verrouillé. Donc on va inverser là. Le calque habillage devient verrouillé, le calque image et texte ne l'est plus. Vous mettez le curseur texte dedans, vous faites un commande A et vous allez dans la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. Vous allez enclencher l'icône ici qui, comme comme on le voit, son dessin indique que les lignes seront collées sur le bord de la colonne. Voilà, c'est ce qu'on appelle le texte justifié. Voilà. Donc il est possible que ce soit un peu mieux. Je vais retravailler sur l'habillage. Peut-être que voilà, la marge supérieure et inférieure sont un peu de trop. Dans ce cas-là, dans la palette habillage, mais ça devient un peu du réglage au cas par cas. Vous pouvez casser la chaîne de marge d'habillage pour faire une marge d'habillage seulement importante sur la gauche et la droite en fait. Voilà, donc n'oubliez pas de verrouiller le calque sur lequel vous ne travaillez pas. Parce que quand vous travaillez sur le texte, c'est l'habillage qui est verrouillé. Quand vous travaillez sur l'habillage, c'est le texte qui est verrouillé. Vous avez réussi à enclencher sans problème la justification. Le texte colle de chaque côté, pas de problème. Alors je vous donne une astuce pour que votre texte ait vraiment l'air professionnel. Dans la palette paragraphe déjà, je remarque que moi ici, dans le texte, j'ai plusieurs fois des mots qui se coupent, plusieurs lignes de suite. C'est inacceptable ça. Donc, je sélectionne tout le texte. Je vais dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à césure. Menu de la palette paragraphe césure. Et ici, j'indique que je veux qu'il n'y ait jamais deux lignes de suite qui coupent des mots. C'est limite de césure. Il faut mettre 1. Normalement, donc, ma double césure qui est là devrait disparaître avec, dans le menu de la palette paragraphe, option de césure, la limite de césure mise sur 1. OK. Et en effet, ça fonctionne. J'ai des césures encore, mais jamais deux de suite. Alors, on va maintenant faire un réglage qui concerne l'article, c'est-à-dire les 3 blocs là qui sont chaînés. Je vais sélectionner avec la flèche noire n'importe lequel des 3 blocs. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment un détail, mais la typographie, c'est une somme de détails qui, pris séparément, ont l'air un peu ridicules et pas intéressants. Mais quand on les met tous ensemble sur du texte, ça améliore. Et ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle la ponctuation hors justification. C'est-à-dire que les césures, les petits tirets qui coupent les mots, également les virgules, vont sortir un peu du bloc. Et alors pour certaines personnes qui sont dans le métier, ils regardent à ça, ils vérifient que dans le texte, vous avez ça. Donc c'est important. Non seulement ça améliore l'aspect visuel un peu, mais en plus, vous avez des gens qui scrutent. Donc, menu fenêtre. Menu fenêtre, texte et tableau. Et vous allez chercher article. Voilà, menu fenêtre, texte et tableau, article. Et là, vous allez enclencher une option et vous allez voir normalement que vos blocs sélectionnés vont... tous les blocs chaînés, en fait, on en a sélectionné un seul des 3, mais tous les blocs chaînés, du coup, ont les virgules et les tirets qui sortent un peu du bloc. Au niveau visuel, ça donne l'impression que ça fait plus bloc, c'est moins crénelé sur le bord.
C'est pas pour le temps qu'il fallait pour le dire, mais voilà. Alors, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un étudiant qui sortait d'une école secondaire et qui m'a dit dans mon école, on m'interdisait de faire du texte justifié. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais c'est vraiment dommage, et je parie que c'est parce qu'on ne lui a pas expliqué les réglages de justification. On lui a dit, tu ne fais jamais du texte justifié parce que entre certains mots, ça fait des grands espaces, et entre d'autres mots, ça peut faire des espaces plus serrés. Donc les espaces entre les mots, voilà par exemple ici, les espaces serrés entre les mots, vous voyez. Alors que sur d'autres lignes, c'est large. Mais c'est parce qu'en fait, il suffit de régler la justification. Il ne suffit pas de demander de mettre une justification. Et il ne suffit pas de demander que le texte colle de chaque côté de la colonne. Il faut aussi régler ça. En fonction de la largeur de la colonne, en fonction de la taille du caractère, en fonction du caractère utilisé, en fonction de... Oui, il faut régler ça. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est pas très long à expliquer. Je pense qu'en 5 minutes, c'est fait. Hein. Enregistrez quand même le document. Et on va vous expliquer ça. Donc voilà, je vais sélectionner tout le texte. Dans la palette paragraphe, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle option de justification. Ou réglage de justification, je ne sais pas dans la version française comment ça s'appelle, je ne me souviens plus. Ou justification tout simplement, je ne sais pas. C'est quoi en fait? Ouais, justification tout simplement, voilà, ce sont les réglages de justification. Vous allez enclencher la case aperçue. Et là, vous voyez que pour arriver à faire coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign est autorisé actuellement à modifier uniquement l'espacement entre les mots. L'espacement entre les mots peut diminuer à 80% l'espacement normal ou augmenter à 133% l'espacement normal. Par contre, les espacements entre les lettres, il est autorisé à pas du tout travailler sur l'espacement entre les lettres. Mais on va l'autoriser à le faire. Ici, vous allez indiquer à espacement entre les lettres, vous allez indiquer moins 5%, il faut mettre du négatif, moins 5 ou moins 10, voilà, moins 10 par exemple, et ici, 10. Voilà, donc moins 10 et 10. Parfois, on peut faire moins 15 et 15. Bon, ça dépend. En tout cas, ça a dû déjà donner de la souplesse au texte. Si je vais regarder ça, je réorganise un peu pour vérifier ça. Oui. On était donc à 0 et on est passé à moins 10 et 10. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous devriez remarquer sur votre écran que le texte a moins de trous entre les mots, parce qu'on autorise InDesign à faire varier l'espace entre les lettres. Donc pour faire coller les lignes de texte de chaque côté, il a plus de souplesse. Vous avez aussi la possibilité de faire varier la largeur des caractères. Parfois on dit qu'il ne faut pas le faire, donc c'est à vous de voir. Par exemple, si je mets 90, 110, il y a 3 paramètres sur lesquels travailler. Espacement entre les mots, entre les lettres et largeur des lettres. Voilà. Et on obtient un gris typographique, c'est-à-dire que vu de loin, le texte fait plus surface grise unie, avec moins de lézardes, vous voyez, ces lignes qu'on a l'impression de voir entre les mots. Donc voilà, il suffit de ça. C'est quelque chose qui est très vieux, ce réglage, et qui est rendu possible grâce à l'informatique, bien sûr. Hein. Avant l'informatique, pour faire ça, c'était sur du long texte comme ça, c'était difficile. On avait un crénage qui est régulier, mais ici, ça marche. Alors, il y a autre chose qui peut aider. On va aller vérifier si dans la palette caractères,
On est bien en optique, eh bien c'est pas le cas. Dans la palette caractères, vous pouvez passer de métrique à optique. Là aussi, ça va améliorer les choses. Voilà. Donc, à ce moment-là, InDesign regarde chaque mot et modifie les espacements entre les lettres de manière à ce que le mot fasse bloc, qu'il n'y ait pas vraiment de trou. Quand vous êtes en métrique, c'est donc dans la palette caractères, menu texte caractères. Voilà. Voilà plein d'astuces pour améliorer l'aspect du texte. Dernière chose, on va jouer sur l'approche de groupe, c'est-à-dire dans la palette caractères, vous allez regarder ce qui se passe quand vous augmentez un peu l'espacement entre les lettres. Par exemple ici, voilà, l'espacement entre les lettres est augmenté et ça peut donner bien à un certain moment, il faut vraiment observer. Alors pour vraiment vérifier que c'est bon, il faut sortir ça sur une imprimante laser noir et blanc et lire le texte sur le papier. C'est vraiment là que vous allez vérifier que le texte ne vibre pas, qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de la vibration, parce que visuellement, voilà, les caractères ont une taille qui fait que par rapport à la résolution, la rétine, ça vibre. C'est vrai, l'écran n'est pas fiable, il a tendance à lisser l'écran. Donc si vous voulez vraiment vérifier que c'est bon, il faut sortir ça sur du papier laser noir et blanc et lire sur le papier. Donc ça veut dire qu'il faut normalement faire plusieurs tests de taille de caractère, d'approche, etc. et sortir ça sur le papier et choisir la bonne. Alors, c'est pas du InDesign avancé, donc je vous explique pas comment faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes soient parfaitement l'une en face de l'autre. Vous voyez que pour l'instant, elles sont pas à la même hauteur. Hein. Mais techniquement, c'est possible de le faire sans problème dans InDesign. Ça demande un peu de manipulation, mais voilà. Les premières lignes des colonnes, c'est bon, mais après, à cause des espacements entre les paragraphes, ça se décale. Mais voilà, tout est possible dans InDesign. Alors, tu avais une question ici, la différence entre métrique et optique, tu ne vois pas trop, mais c'est parce qu'on a fait ça sur du texte petit. Donc ici, je vais voir un peu ce titre qui est plus long. Est-ce que le texte est en optique? Oui, il est en optique, ça se voit. Enfin, je le vois dans la palette ici, optique. Alors, je vais un peu essayer de le mettre en métrique. Voilà. Ok, là, en métrique, il y a des erreurs d'approche. Par exemple, ici, entre le N et le E, je sens qu'il y a trop d'espace. Entre le D et le E, peut-être aussi. Donc, c'est comme s'il y avait des trous dans le mot, quoi. Alors que quand on passe en optique, c'est InDesign qui règle ça. On peut le faire aussi manuellement, régler les approches, mais... Donc vraiment, pour les titres, c'est super important, et tant qu'à faire, mettez-le sur tout le texte. C'est un boulot que les graphistes font depuis longtemps, régler l'approche. Manuellement, en mettant le curseur texte entre deux lettres, et en jouant dans la palette caractères sur l'approche ici. Voilà, ici, vu que j'ai déjà enclenché l'approche optique, InDesign a choisi lui-même une valeur, ici moins 21. C'est entre parenthèses pour indiquer que c'est InDesign qui l'a choisi. C'est pour ça. Chaque fois que vous voyez quelque chose entre parenthèses, c'est pas vous qui l'avez mis, c'est InDesign qui l'a calculé. Mais je peux aller manipuler ça et voilà, modifier ça, vous voyez. L'espacement entre les lettres, je peux moi-même aller modifier. Alors un truc qui va vous amuser à propos de ça, c'est un petit utilitaire sur le web. Donc allez sur le web et vous tapez dans Google, vous tapez Kerning Game. Kerning, c'est l'approche de caractères, entre deux paires de caractères. Hein. Kerning Game. Et le premier que vous trouvez, c'est un petit jeu interactif qui vous apprend à vous-même faire l'approche des caractères. Donc vous avez la possibilité de bouger manuellement la lettre à la souris ou alors avec les flèches au clavier.
Et pour que ça aille plus vite avec les flèches au clavier, si vous enfoncez majuscule, ça bouge plus vite. Voilà, donc ça c'est l'explication. Maintenant, il y a quelques petits exercices. C'est un petit jeu où vous devez placer les lettres intermédiaires de manière à ce que le mot fasse bloc. Vous avez le petit bouton Compare pour comparer votre score avec la situation idéale. Ça, c'était facile. Il y a le suivant. Et puis après, ça va se corser avec plus de lettres. Voilà. Donc, c'est Kerning Game. Voilà, donc ça vous apprend vraiment à faire l'approche. C'est un truc qui est fait par les graphistes, par les lettreurs de vitrines, depuis bien longtemps avant l'ordinateur, sur des titres. Maintenant, avec l'ordinateur, on sait le faire sur tout un texte. C'est l'ordinateur qui calcule. Ce n'est évidemment pas pensable que quelqu'un va faire tout le travail manuellement sur un long texte comme ça. Bon, il y a plein de problèmes dans ce texte, au fait. Hein. Il y a les notes de bas de page de InDesign qui sont toujours indiquées par des petits chiffres, là. Ouais, je supprime le 1. Il y a les 2 points qui commencent des lignes, c'est intolérable. Je vais régler ça en supprimant l'espace qui est là après le mot culture, un espace normal. Je le supprime. Et je vais le remplacer par clic droit, insérer un espace, insécable. Et à ce moment-là, on est certain qu'on n'aura jamais les 2 points en début de ligne. Ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, hein, vous aurez ça dans la vidéo. Vous essayerez si vous voulez. On peut le faire sur tout le document. Édition, rechercher, remplacer dans le document. Je recherche quoi? Je recherche un espace suivi de 2 points que je remplace par un espace insécable. 2 points. Voilà. D'accord? Donc on a ici, dans le gizmo, espace insécable, 2 points. Donc je remplace espace 2 points par espace insécable 2 points. Dans le document, tout remplacé. Il en a trouvé 2 dans tout le document. Donc je n'aurai jamais plus les 2 points qui commencent une ligne. Voilà, c'est des astuces pour que le texte soit valable sans devoir trop chipoter par soi-même. Alors InDesign, c'est vaste. Hein. Alors, si on veut comparer InDesign à d'autres logiciels, moi je connais les 3 logiciels phares de Adobe, je les connais très bien, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Je suis assez spécialisé dans ces 3 broles-là. Et je peux vous dire que franchement, InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est quand même beaucoup plus complexe que Photoshop. À peu près 6 fois plus complexe que Photoshop. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais ce qui rend complexe InDesign, c'est le fait qu'il faut connaître la technique. Il y a aussi les habitudes de mise en page, il faut se conformer aux habitudes. Les lecteurs ont certaines habitudes, suivant le type de lecteur, le type de sujet, on fait des mises en page de telle ou telle manière. Il y a la typographie, il y a des règles. Mais enfin, ceci dit, il y a des logiciels comme par exemple Prolexis ou Antidote qui peuvent vous aider à régler les problèmes typographiques automatiquement aussi. Ça s'ajoute à InDesign, c'est ce qu'on appelle des plugins. Et le fait aussi que InDesign, ça ne sert pas qu'à faire des documents imprimés, ça sert aussi à faire des documents interactifs, des PDF interactifs, des applications pour tablette, pour smartphone, du HTML, CSS, c'est quand même très vaste. Dans InDesign, il y a l'automatisation. Si je veux faire des cartes de membres, je peux lier InDesign à un fichier Excel et il va me faire ça tout seul au départ d'un modèle que je fais. Enfin, c'est quand même vaste, hein, tout ce qu'on peut faire avec InDesign. Puis il y a le scripting de InDesign, l'automatisation, c'est encore autre chose.
automatiser InDesign pour certaines fonctions, bien qu'il y ait des plugins, notamment un plugin qui s'appelle Catalogue, qui permet d'automatiser. Ce qui est compliqué aussi, c'est tous ces plugins qu'on peut ajouter, qui sont gratuits ou payants. Vous en avez plein de gratuits, vous en avez des payants qui coûtent plusieurs milliers d'euros, qu'on ajoute en fonction de ce dont on a besoin. Donc InDesign, méfiez-vous, ceux qui pensaient que c'était plus facile que Photoshop, non, c'est 6 fois plus difficile que Photoshop si on veut le connaître bien au niveau professionnel. Illustrator, 2 fois plus complexe que Photoshop, et ça étonne souvent parce que beaucoup pensent que Illustrator est un petit logiciel facile, mais pas du tout. C'est très vaste aussi, Illustrator, et en plus ça demande des ressources informatiques assez puissantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'Illustrator est plus simple que Photoshop? C'est parce qu'on compare l'Illustrator des années 80, début des années 90, au Photoshop des années 80, début des années 90. Mais ça a évolué. Il a grossi, il s'est complexifié. Il a phagocyté des logiciels qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels comme Streamline ou Dimension qui ont été intégrés à Illustrator. Donc là aussi, voilà, c'est un peu la réalité des choses, mais on peut utiliser de manière assez simple. Je pense que la technique que je vous donne ici avec la grille vous permet de faire des documents relativement valables et qui ont quand même de la gueule. Donc c'est un espèce de raccourci vers des documents qui ont un peu plus de gueule.